l'enregistrement. Alors, j'ai compris. Hop. Et nous y sommes. Eh bien, bienvenue. Évidemment, bienvenue à toutes et à toutes et tous qui regarderont cette entrevue. C'est la première entrevue avec Avella. Donc, Avella, pour la présenter, c'est ma création à moi, mon entreprise. Moi, je m'appelle Lucie Pifto et à travers cette entreprise, j'œuvre en tout cas à accompagner des personnes qui sont sur les voies de la création et aussi sur le chemin de leur vie avec les outils du mouvement et de la danse. Et aujourd'hui, j'accueille pour cette première entrevue Isabelle Robin. Merci beaucoup Isabelle d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci Lucie de m'avoir invitée et bonjour à toutes celles et tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je suis ravie qu'on soit ensemble là pour ce temps partagé qui va durer une petite heure, je pense, et un temps en tout cas qui va être ouvert pour se connecter à la création, à tout ce qu'elle nous raconte, à voilà, tout ce que ça nous dit. Et aujourd'hui, ça va être à travers ta voix à toi. Et donc, pour que tu puisses nous dire d'abord qui va nous parler, je t'invite à te présenter, Isabelle, à nous dire qui tu es et comment toi tu œuvres dans le monde aujourd'hui. Ouais. Alors, qui je suis? Eh bien, d'abord, je suis le fruit de toute une généalogie de personnes. Évidemment, mes parents, qui m'ont éduquée d'une certaine manière, mais mes parents ont eux-mêmes été éduqués d'une certaine manière. Et je pense que toutes ces petites graines sont arrivées en moi. Donc, voilà, j'étais, alors concrètement dans cette vie, j'ai été d'abord institutrice pendant 37 ans. Et puis, j'ai pris ma retraite, me semble-t-il, il y a déjà 4 ans. Euh, depuis que je m'en souvienne, depuis l'âge de 6 ans à peu près, j'ai toujours aimé dessiner et peindre. Et à l'époque où je suis née, et dans la famille où je suis née, certes, c'était important la peinture, le dessin, mais il y avait déjà un artiste dans la famille. C'était mon oncle. Donc, du coup, il n'y avait plus de place, entre guillemets, pour une artiste. Et en étant en plus une fille, euh, voilà, il y avait d'autres choses à faire. Il fallait apprendre à faire la cuisine, à repasser, éventuellement aider au jardin, etc. Mais j'avais une mère très indépendante qui m'avait dit, Isabelle, il faut que tu aies un métier. Donc mon père m'avait dit, elle sera infirmière. Alors moi qui ne voyais pas qui pouvait pas voir une goutte de sang dès l'âge de 6 ans, j'avais dit non, je serai maîtresse. Parce que d'abord, ma maîtresse, elle était belle et en plus, elle dessinait très bien. J'ai dit, au moins le dessin, ça pourrait être dans mon métier. Donc, j'ai été effectivement institutrice, même si au moment du bac, j'aurais aimé faire de l'histoire de l'art. Et puis, j'y connaissais pas grand-chose, mais dans mon idée, je m'étais dit, oh, travailler dans un musée, tenir une galerie, ça m'aurait plu. Mais bon, il s'avère que mon père est décédé à ce moment-là, et donc il n'y avait pas le choix. Je serais institutrice. En plus, à l'époque, les études duraient 3 ans et étaient payées. Donc ça, super, ça aidait aussi la famille à vivre. Donc voilà, j'ai adoré mon métier. J'ai découvert, une petite parenthèse, la pédagogie institutionnelle et là, ça a été tout un monde extraordinaire qui fait que je me suis jamais ennuyée une journée en classe. Au moment du confinement, j'étais en retraite et j'avais déjà commencé depuis quelques années à créer. En gros, c'était beaucoup de peinture,
un tout petit peu de dessin, parce que quand on fait des aquarelles, c'est bien d'avoir un petit coup de crayon, même si je ne dessine pas bien. Donc au moment du confinement, j'étais quand même toujours dans la pédagogie et certaines enseignantes, via mon blog de pédagogie, m'avaient dit, mais comment on fait? Est-ce que tu aurais des idées pour l'enseignement à distance? Qu'est-ce qu'on donne aux élèves? Parce que les maths et le français, on est bien conscient que ça va pas le faire, quoi. Les enfants comme les parents vont, entre guillemets, péter les plombs. Donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis dit, ah, mais je pourrais peut-être faire des vidéos d'art plastique. Ça aiderait les enseignants, les parents et les enfants. Donc, en fait, l'histoire de art créatif, mon blog, ça a commencé comme ça. Et puis, il est arrivé un moment où il y a une enseignante qui m'a envoyé un mail en me disant, vous savez, vos vidéos d'art plastique pour enfants, eh ben moi je les fais et ça me fait du bien. Alors là, ça fait tilt. Je me suis dit, mais oui, moi, ça me fait du bien de créer. Donc du coup, je me suis dit, ah ben oui, je vais aider les adultes, et en particulier les femmes, à créer. Et pendant le confinement, j'ai créé le défi 100 jours sans création. Donc, chaque jour, je postais une toute petite vidéo sur mon compte Facebook où je montrais un artiste, une petite technique, des idées de création. En fait, ça a beaucoup plu. On a fait un livre à la fin, enfin un album, il n'y a eu qu'un seul exemplaire, et il y a une personne qui l'a, ça a été tiré au sort parmi toutes les participantes. Et suite à ça, on m'a dit, mais tu ferais pas un deuxième défi 100 jours sans création? Moi, je me suis dit, oh non, ça fait beaucoup, hein, 100 vidéos. Bon. Donc, il y a quelques mois qui se sont passés. Je faisais de temps en temps des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis, le 1er janvier, enfin, très exactement, le 31 décembre 2021 ou 2020, je me suis dit, chiche, je fais un défi 365. 365 vidéos pendant un an pour inspirer les gens. Wow. Donc, les gens s'abonnaient au mois. Alors, au début, j'ai fait des tarifs, c'était 9 euros, je crois, le premier mois. Mais bon, j'entrais pas tout à fait, je rentrais pas dans mes frais. Donc, du coup, j'ai augmenté un petit peu les prix parce que quand on fait ça, ben, pour que ce soit agréable, il faut qu'il y ait une plateforme. Et moi, je voulais une plateforme avec un forum pour que les gens puissent échanger. Donc, du coup, ben, ça engendre des frais. Donc voilà, et puis depuis le 1er janvier 2021, je partage donc des vidéos d'inspiration, des vidéos techniques, des vidéos d'artistes, chaque jour, ou maintenant c'est sur 2 ou 3 jours, parce que maintenant je fais faire des petits projets aux participants des défis. Donc voilà un petit peu comment j'œuvre dans le monde en ce moment. Merci pour déjà ce beau panorama d'entrée de jeu. Donc, moi, mon invitation vers toi, elle était sur ce que je considère être un espace commun entre nous, de soutenir et de favoriser la création. Et là, ce qui me venait en écoutant voilà, ce que tu renommes de ton parcours de vie, euh, il y avait la notion d'émancipation Mm. et aussi de choix, euh, voilà, de décision en lien avec des événements de vie. Mm. Euh, et donc la question, parce que celle-là, pour le coup, elle est improvisée, euh, je vais pouvoir faire le lien quand même avec une que j'avais notée déjà. En lien avec ces deux éléments-là, la question de l'émancipation et la question des événements de vie, tu dirais que la création au quotidien, au jour le jour, comme tu l'entretiens aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle nourrit en lien avec ces deux éléments-là, si tu vois
Ce que j'amène à ma question. Oui. Elle nourrit plein de choses, je pense. Je pense réellement que la création, le fait de créer, c'est un élément essentiel de la vie. Et on reviendra peut-être sur la définition de la création, mais en fait, la création, elle est, à mon avis, dans tous les domaines de vie. Et elle aide à la vie, au quotidien banal, j'ai envie de dire, et au quotidien dans les événements plus importants, joyeux ou plus tristes. Quelle était exactement la question? Du coup, je me suis embarquée dans autre chose peut-être. Si, pour moi, ça y répond complètement sur ce rapport aux événements de vie. Et je vois qu'il y a une question là pour moi qui est présente, c'est finalement, parce que j'ai cette représentation que parfois on va se dire, bah, la création, c'est subsidiaire en fait. Et c'est une fois que j'aurai fait tout ce qui est important dans ma vie, ou une fois que toutes les choses qui me secouent seront passées, je vais pouvoir me mettre à créer. Et je le ferai, entre guillemets, dans cet après, qui est souvent pas très défini. Donc, qu'est-ce qui... Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que toi, tu fais un choix qui est de ne pas remettre à plus tard, Oui, et au contraire de t'y atteler tous les jours. oui. Donc, à- ouais, pour toi, qu'est-ce qui a contribué à faire ce choix-là? Qu'est-ce qui t'a aidé à faire ce choix-là? Ou peut-être quelle était la nécessité aussi? Alors, d'abord, je voudrais dire que cette histoire de choix et de temps, parce que souvent, alors il n'y a pas que ça, mais un des blocages des gens, c'est souvent j'ai pas le temps. Mm. Alors moi, je leur dis souvent, la journée a 24 heures pour tout le monde. Elle est de 24 heures. Imaginons qu'on crée 20 minutes. Il reste quand même 23 heures et 40 minutes pour tout le reste. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un choix, la création. Alors, pourquoi moi, j'en suis arrivée à créer tous les jours et beaucoup? Ce matin, je me suis levée à 7 heures du matin, j'ai pris un petit café, j'ai regardé les mails, j'ai fait mon plan, et puis je me suis dit, allez, hop, je commence par une petite création. Là, en ce moment, je fais beaucoup d'art textile et je suis en train d'expérimenter quelque chose. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc, faire ce choix de la création, pour moi, c'est un choix de plaisir, de joie. Alors, comme je suis à la retraite, évidemment que j'ai plus de temps que des personnes qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont une mère à s'occuper, etc. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup de choses à faire, mais je reste persuadée, et c'est ce que les participantes des défis au fur et à mesure de l'année me disent, 20 minutes, on peut créer en 20 minutes. Alors après, il y a peut-être une histoire d'organisation, de choix de ce qu'on va créer, etc. Mais on peut créer 20 minutes et c'est un espace qu'on se donne à soi, comme si on était dans notre petite bulle et on s'offre ce temps-là pour nous. Alors on peut, des fois quand je crée, moi je pense à des trucs. Et puis des fois, je suis tellement prise dans ma création, et bien que je pense à rien. Il suffit de mettre le réveil, 20 minutes après, ah, bon, il faut que je retourne dans mon quotidien. Mais on a eu cette petite parenthèse qui n'est pas notre vie, mais cette parenthèse, elle est essentielle pour se recentrer, prendre du temps. On est tout le temps en train de courir, là, dans notre vie, même si on ne le veut pas, on est embarqué dans cette course. Une course vers quoi? Mm. Donc, je pense que c'est vital presque, c'est important de se prendre un petit temps pour la création. Et donc, la création, j'enchaîne, c'est pas forcément de la création plastique,
comme je le fais. C'est pas forcément de la création. Alors ça, j'aime pas trop, mais artistique, on en reparlera peut-être aussi. La création, ça peut être quand on fait un gâteau, on crée quelque chose. La création, c'est une production. Alors on peut le faire vite fait, n'importe comment, ou alors on peut prendre le temps, faire une jolie décoration sur notre gâteau. Ben voilà. Alors c'est pas de la haute cuisine, mais on va vers la haute cuisine qui est reconnue comme un art. Du coup, ce qui pourrait pour toi distinguer justement entre ce quotidien-là auquel on fait pas forcément attention et, et ce que moi je vais nommer posture créative Mm. aussi dans son propre quotidien, ce serait quoi? C'est la pause qu'on s'octroie. La pause qu'on s'octroie, le cadeau qu'on se fait de faire ce qu'on a envie de faire au moins pendant 20 minutes. Ouais. Et bah, ça m'amène pour moi sur une autre question qui est la question des freins et des blocages. Là, tu en as nommé Mm. un qui est voilà, ce rapport au temps, à la disponibilité, euh, Mm. qui n'est pas seulement d'ailleurs au niveau du temps. Euh, Mm. est-ce que, parce que j'en ai quand même un en tête et je suis curieuse de savoir si du coup dans les retours de tes participantes, c'est présent, cette question du plaisir, de s'accorder du plaisir et de s'accorder aussi du temps qui ne sert à rien, Mm. qui n'est pas fonctionnel, enfin, selon ouais, les représentations qu'on peut recevoir et qui sont posées quand même par l'extérieur. Est-ce que ça fait partie des freins aussi ou est-ce qu'en tout cas, il y a des blocages à cet endroit-là de ce qu'implique la création, de s'accorder en fait juste le plaisir, l'envie, ah, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable et qu'est-ce que ça fait du bien. Est-ce que ça peut, de manière presque paradoxale, parce qu'on se dit, bah, c'est super, si ça fait du bien, ça fait du bien. Est-ce que justement, c'est pas aussi voilà, un des, un des fonds de blocage récurrents? Si, moi je l'appelle la petite voix. Cette petite voix intérieure qui nous dit, non mais attends, Isabelle, t'es pas en train de perdre ton temps là. Ta peinture, là, moche. Tu pourrais peut-être plutôt aller repasser. Et puis alors là, ton dessin, mon Dieu, un enfant de 6 ans ferait mieux. C'est cette petite voix qui nous serine avec cette idée en plus, donc qu'on perd son temps, et qu'en plus, il faut une création euh, montrable. L'essai dans notre vie courante, l'essai raté, raté mieux, raté encore, c'est c'est pas de moi, c'est de Beckett. Oui. Hein. Euh, ben, ça n'a pas trop sa place. Et alors, là, je viens d'y penser, mais c'est peut-être pas vrai, mais je me demande si le fait euh, qu'on est quand même tous un peu sur les réseaux sociaux et qu'on montre des belles choses. Alors, c'est agréable de montrer des belles choses. Mais moi, quand je fais ma peinture, là, acrylique, là, que toutes les couleurs sont mélangées, là, qu'il y a un peu de jaune là, un peu de rouge là, non, mais c'est quoi ça? Je peux montrer ça? On est dans, grosses guillemets, le beau sur les réseaux sociaux et ben, cette part d'essai, de brouillon, etc., ben, est-ce qu'on lui donne aussi une place? Et moi, c'est ce que je revendique. La création, c'est pas forcément une production bien léchée qu'on peut afficher forcément au mur. Ça peut être, c'est d'abord, d'ailleurs, je pense que c'est d'abord ça. C'est d'abord une expérimentation. Voilà. Et puis, donc alors, lié au temps, cette histoire de petite voix, ce qu'on fait, c'est moche. Et puis aussi, on n'a pas d'idée. Mm. Donc, si je peux me permettre,
il n'y a pas d'idée. Moi, j'ai fait un jeu art créatif. C'est un jeu de 100 cartes avec des idées, des artistes, des techniques, etc. Parce que ça, le pas d'idée, ça revient souvent. Donc, en fait, avec ces cartes, on tire une carte, deux cartes, enfin, on fait les règles qu'on veut. On a une petite contrainte. Et le fait d'avoir une contrainte nous permet de débuter. C'est le premier trait sur la page. Enfin, trait ou autre chose, mais voilà. Voilà, je pense les trois blocages, il y en a d'autres, et puis après, ça dépend des personnes. Mais c'est les trois blocages principaux. La petite voix qui nous dit qu'on a mieux à faire, le temps, oser s'accorder du temps, et puis le manque d'idées. Alors après vient, selon les personnes, le manque de technique, etc. Et j'ai l'impression quand même que manque de temps et la petite voix et manque d'idées, c'est ce qui revient le plus dans les participantes au défi. Et le fait d'être seule aussi. Je pense que c'est ça le truc du défi. Parce que je disais, il y a une plateforme et un forum. Mais en fait, si on regarde bien sur YouTube, il y a tous les tutos possibles et imaginables. Vous cherchez une idée, macramé, vous cherchez, il y a des centaines de vidéos. Alors pourquoi on s'y met pas? Donc il y a le temps, il y a la technique, ce qu'on a dit, mais il y a aussi le fait que on va le faire pour soi, bon, d'accord. Dans le défi 365, c'est aussi le partage, les échanges qui sont au cœur de ce défi. C'est pas forcément la technique. Bon, je montre un petit peu de technique et dans les techniques que je découvre, ben, je leur dis, écoutez, ça c'est les premiers pas. Faites-les avec moi et si il y a des personnes qui connaissent cette technique, ben, vous nous donnez des conseils. Donc c'est vraiment le partage qui est important aussi, à mon avis. Ne pas se sentir seul. Et ne pas se sentir seul aussi face à nos productions qu'on trouve nulles, médiocres ou pas belles, ou je ne sais quel adjectif on va leur donner. Et ben, je te rejoins sur cette importance d'être accompagné, justement, d'être soutenu. Et en tout cas, c'est exactement à cet endroit-là aussi que moi, je pense mes accompagnements. Et sur cette question du groupe, euh, voilà, c'est de soutenir une dynamique, en tout cas, et de se sentir relié. Euh, je, ouais, j'ai la même représentation, en tout cas, que c'est tellement important. Euh, J'avais deux questions, je suis en hésitation. Je vais peut-être la prendre dans l'ordre. Euh, allez, une qui est là, c'est sur cette question de est-ce qu'il y a il y a des personnes qui sont faites pour créer ou pas, ou ouais, juste ça en fait. Moi, c'est une vraie question aussi que j'ai de me dire, bah, peut-être moi, ça me passionne autant, mais ça passionne pas autant tout le monde. Et c'est comme ça. On n'est pas tous et toutes faits voilà, pour soutenir ça aussi dans sa vie. Il y a d'autres priorités. Alors, il y a deux choses. Ouais. Les personnes peuvent être passionnées par autre chose que la création, même si, à mon avis, la création, c'est dans tous les domaines de la vie. Et puis, il y a la question fort intéressante de savoir est-ce que tout le monde peut créer, mais avec le fait qu'il peut créer. Alors, un peu avec de la provocation, j'ai envie de dire, est-ce que toutes les personnes sont faites pour apprendre à marcher, pour marcher? Alors, je sais, il y a parfois des accidents à la naissance qui font que certains enfants ne vont malheureusement pas marcher. Mais si euh, tout se passe bien, chaque enfant va marcher. Chaque enfant va courir. Alors évidemment, chaque enfant ne deviendra pas marathonien. Mais tout le monde peut faire un marathon. Même moi, qui ne suis absolument pas sportive, j'ai fait un marathon. Alors, je ne suis pas arrivée la première. Hein, on est bien d'accord. Mais je me suis entraînée
et j'ai fait mon marathon. Donc, je pense que pour la création, c'est pareil. Tout le monde peut créer. Alors, il y en a qui vont devenir de très grands artistes, ont plein d'idées, etc. Et puis d'autres qui vont créer pour eux, pour leur entourage, et c'est super, quoi. À mon avis, tout le monde peut créer. Il n'y a pas de, il n'y a pas de compétences spéciales à avoir au départ. Je suis persuadée que tout peut s'apprendre. Et puis quand on voit les grands artistes, quand on étudie leur biographie, on voit bien qu'ils sont passés d'école en école, d'atelier d'artiste en atelier d'artiste pour apprendre. Donc pour moi, tout le monde peut créer. Ben, ça donne beaucoup d'espoir. En tout cas, voilà, s'il y a des personnes qui se disent qu'elles ne sont pas faites pour ça, peut-être que c'est une autre question en fait qui est là. Et que c'est Voilà, euh, voilà. Après, il faut, comme on disait, prendre le temps. Il faut faire taire un petit peu sa petite voix. Alors, la faire taire, ça ne veut pas dire qu'elle s'en va, hein, parce que je suis persuadée que notre petite voix, elle est à l'intérieur de nous, et que ceux qui disent, parce que j'en ai vu qui disent non, mais arrête ta petite voix, tu la chasses et puis c'est bon. Non, la petite voix, elle revient à chaque fois qu'on va faire une nouvelle expérience ou qu'on va expérimenter quelque chose. Ce qu'il faut, c'est l'apprivoiser. Bon, oui, oui, je t'ai entendu, c'est nul ce que je suis en train de faire, mais je continue quand même parce que je veux voir ce que ça va donner. Hein. Donc, une fois que déjà ça, c'est réglé, on peut oser. Alors après, il y a la question du matériel, etc. Moi, je montre dans les défis qu'on n'a pas besoin de matériel. Bon, j'exagère, mais on peut commencer avec le matériel qu'on a à la maison. Et après, si une technique nous intéresse plus que d'autres, plus qu'une autre, eh ben, on investit du beau matériel dans cette technique-là. j'avais j'avais une remarque, mais elle vient de me sortir de la tête. Ouais. Eh ben, ah mais si, qu'est-ce que c'était? J'ai quand même envie de la retrouver. Bon, bah c'est pas pour moi. Non, non. Le fil, c'était sa petite voix, se donner du temps. Oui, voilà. Et ben, ça me revient sur cette notion de choix aussi. C'est-à-dire choisir à quelle voie en moi je laisse la place et Mm. qu'est-ce que je laisse décider. Est-ce que je laisse décider cette voie qui finalement me rapetisse et m'amoindrit Mm. dans ce que je me crois capable de faire ou dans ce que je vais m'offrir à vivre aussi Mm. d'agréable, de beau, quoi. Mm. Mais ça, c'est un vrai exercice, un vrai chemin à faire que d'apprivoiser sa petite voix. Mm. Et c'est pas facile. Il suffit, tout à l'heure, je disais, quand la petite voix dit oh là là, qu'est-ce que c'est moche, Isabelle, arrête. Et ben, régulièrement, j'ai à me dire bon, stop là-haut, je fais, on verra après. Hein. Et après, je peux être contente ou complètement déçue, effectivement, de ce que j'ai fait. Mais je ne laisse pas pendant 20 minutes ou plus ma petite voix me donner des ordres en me disant tu arrêtes. Si j'ai envie, on en reparlera aussi, j'imagine, pour le plaisir de barouiller avec de la peinture, ben allons-y, barouillons. Alors, est-ce que justement, moi, ce que j'entends là aussi, je vais te laisser me confirmer ou pas, euh, cette persévérance en fait que va demander la création et le fait de vraiment s'y mettre, en fait, se Mm, mettre à le faire et à parfois être déçu, voir que c'est pas comme on l'imaginait, etc. Bah, déjà, ça demande ce cap-là de descendre en fait de juste l'imagination et l'illusion, etc. et de vraiment rentrer dans le concret avec potentiellement
ouais, des loupés, des choses qui vont, comme tu disais tout à l'heure, des essais-erreurs. Et est-ce que ce fait de s'y mettre et de s'y remettre et de s'exercer de cette façon-là aussi à faire face à des essais-erreurs, c'est aussi, ça peut être une source d'apprentissage pour d'autres domaines de sa vie, d'apprendre à faire face comme ça voilà, à ce que peut nous faire vivre en fait ces déceptions ou ces hésitations, etc. Est-ce que toi, ça t'est arrivé aussi de voir que soit dans la durée, au fil du temps, ou à une période précise, que le rapport que tu entretenais avec la création, il était aussi plus largement soit tributaire, soit contributeur pour ta vie, en fait. Tout à fait. Alors là, je te rejoins absolument. Euh, la création, ça apprend la persévérance et la patience. Et essai, erreur, forcément, on l'a, parce que c'est le chemin. Et forcément, quand je reviens sur la biographie des artistes, ce qui est intéressant, c'est de voir bon, ce qu'ils ont vécu, les tableaux qu'ils ont faits, mais encore plus intéressant, ce sont les brouillons et les gribouillis d'artistes. Il y a un magnifique livre, il y a eu une exposition. Je me demande si l'exposition ne va pas être à Paris en mars-avril. L'exposition de la Fondation de Rome, de l'école de Rome, l'école française de Rome. Ils ont fait une exposition à Rome l'année dernière sur les gribouillis et essais-erreurs des artistes. Il y a un livre, oh non, je ne l'ai pas là, très, très intéressant. Il faut bien voir que les artistes, ben, eux aussi, ils font des essais. Léonard de Vinci, il n'a pas peint sa Joconde comme ça, allez hop, je me mets devant le tableau. Non, il y a plein d'essais, il y a plein de gribouillis. Et je parle de Léonard de Vinci, mais on pourrait parler de Cy Twombly, qui est plus contemporain. Donc, tous les artistes passent par des essais, des erreurs, par des essais, par de l'expérimentation. Il y a Fabienne Verdier qui a une superbe exposition, là, je vais y aller courant mars à Colmar. Cette femme-là, cette très grande artiste, au fond de son jardin, elle a un endroit où elle brûle les tableaux dont elle n'est pas contente, entre guillemets. Donc, elle fait des tableaux immenses qui lui demandent un temps fou de préparation et de production. Et si elle n'est pas contente, elle va le brûler au fond du jardin. Et nous, on voudrait, allez, on prend un crayon et hop, hop, un peu de peinture et tout, et on réussit du premier coup. Mais c'est quoi cette idée-là que on commence à créer et forcément c'est réussi? Mais non. Et alors ça, je suis en train de travailler là-dessus dans le défi 365 en ce moment. Je dis aux filles, bon, partagez vos réalisations, mais vous avez le droit aussi de partager vos brouillons. Parce que dans le défi, il y a des filles qui sont vraiment des artistes. Et quand on voit ce qu'elles font, waouh! Et j'ai su par une des filles que ben, elle en avait fait des brouillons avant d'arriver à ce qu'elle a créé. Donc ça, c'est un mythe là. Et puis, on veut aller vite. Hein, on court toujours, comme je disais en début d'interview, on court toujours. Ben, dans la création, c'est pareil. On veut aller vite et en plus, on veut réussir du premier coup. Donc ça aussi, bon, moi la première, hein, de temps en temps, quand j'essaie une nouvelle technique, je me dis, oh là 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 là, minable, minable de minable. Puis après, peut-être le lendemain, je me dis, bon, alors c'est minable, est-ce qu'on s'y remet? Ça te plaît pas de t'y remettre? Bon, bah, c'est un apprentissage. Il y a d'ailleurs des écoles de beaux-arts où les gens apprennent différentes techniques, apprennent l'histoire de l'art, etc. Donc, la création, ça fait ralentir aussi, je pense. Mmh.
Bah, justement, ça m'amène sur cette question de justement pourquoi pour toi c'est si important de favoriser la création. Alors j'ai entendu que ça répondait au départ à une question, à des demandes en fait que tu as identifiées ou même que tu as reçues. Euh, mais aujourd'hui, d'avoir cet espace de diffusion et de voir déjà l'impact, euh, ben, voilà, pourquoi pour toi, c'est important de favoriser la création et ouais, de rendre aussi j'ai envie de dire, ce potentiel créatif chez d'autres. Et justement, sur l'échelle sociale, pour toi, à quoi ça contribue? À mon avis, la création, alors pas que ça, mais la création, ça rend plus humain pour tout ce que je viens de dire. Et la création, à mon avis aussi, favorise la paix dans le monde. Quand on est en train de créer, on n'est pas en train de se battre avec le voisin. Et quand on partage sa création, parce que ça c'est un autre problème, je disais que pour moi les partages sont importants, mais les gens n'osent pas forcément partager leur création. Mais quand on partage sa création, euh, c'est comme c'est oui, quand on partage la création, ça permet de parler sur la création. On pose des questions techniques, on voit quelque chose. Ah, mais dans ta création, moi je vois que ceci, cela. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire ou... Et l'autre va répondre, bah non, moi c'était plutôt ça ou ça. Donc, globalement, je pense que la création rend humain, favorise la paix. On ne se bat pas dans un musée. On regarde. On n'aime pas. Ça, c'est pas le problème. Mais la création, quand on est devant une œuvre, souvent aussi, on se pose des questions. Donc, c'est important de se poser des questions. Donc, c'est d'utilité publique. Je- Et d'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais moi, quand j'étais à l'école, j'ai fait des arts plastiques en primaire, au collège, et après au lycée, plus rien. Sauf pour ceux qui prenaient arts plastiques, bac arts plastiques, je ne sais plus comment ça s'appelait. Ben, je trouve ça tellement dommage. On fait du sport jusqu'en terminale, on ne fait pas d'art plastique jusqu'en terminale. Bon, c'était une petite parenthèse. Mm, Et puis dans ce que tu nommais là, j'entendais aussi la question d'apprendre à communiquer, Hmm. d'apprendre à communiquer, à pouvoir nommer justement Hmm. clairement des choses, euh, mais sur un aspect qui vient pas forcément nous chercher comme on est en communication bien souvent, sur les Hmm. questions je sais pas, de moi d'abord ou d'ego, ou mais si je dis ça, peut-être que, et cette habileté-là aussi d'apprendre à échanger, euh, ouais, de pouvoir recevoir aussi soi sans être blessé et d'avoir cette distance avec sa création. C'est-à-dire, Hmm. voilà, il y a ma création, il y a moi et c'est, ouais, tout ça, c'est en mouvement aussi. Mais Hmm. j'entendais ce, ce- ce fait que ça favorise aussi la communication. Oui, parce que la production, elle agit comme tiers. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est pas face à face, une autre personne, comme ça. On parle au sujet d'une création. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire à l'autre, qu'est-ce que c'est nul là, t'oses me montrer ça. Ben non, évidemment. Mais mis à part ça, on trouve toujours des gens comme ça. Mis à part ça, je pense que c'est très intéressant, effectivement, et ça permet la communication. Et oui, oui, tout à fait. Mm. Et bah, pour moi qui du coup œuvre plutôt avec la danse, du coup c'est pas forcément des œuvres plastiques, c'est pas une création plastique, même si je travaille beaucoup avec la trace, donc à un moment donné être avec cette matière-là aussi qui rend visible quelque chose qui reste. Mais
c'est vrai que j'observe la même chose sur la question de faire tiers. Euh, Mm, et en tout cas, là, je partage moi un bout de mon cheminement. Ça a été un grand cheminement pour moi de me rendre compte que même si c'était mon corps qui était à l'œuvre, bah, c'était quand même au service de cette création-là. Et donc de ce qui était rendu visible à travers cette création à cet instant-là. Et donc, c'était pas juste moi et mon mm, corps, quoi. Enfin, mm, il y a comme une couche au-delà qui se crée et mm, qui, en effet, permet d'être à cet endroit de tiers. mm. Beaucoup. Oui, oui. Oui, oui, et quand on va voir un spectacle de danse, si on est avec une copine, ben après c'est pareil, on va donner, enfin on va parler de nos émotions, parler de nos ressentis, de ce qu'on vient de voir. Donc là, le spectacle, effectivement, est la création qui est le tiers entre les deux copines. Alors, moi, j'ai une question qui me tient à cœur et à corps. C'est justement, même si, enfin, évidemment, dans la création plastique, il y a, enfin, moi, l'image que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup les mains qui sont impliquées. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, pour toi, quelle est la place du corps dans la création, qu'elle soit plastique ou qu'elle soit de quelque médium que ce soit. Aussi avec ce que tu viens de nommer là, en fait, bah, l'appel aux sensations, aux émotions Mm, et à tout ce que véhicule le corps, en fait. ouais. C'est une question difficile pour moi, Mm. parce que le corps, mon corps, c'est pas quelque chose de bien connu. Alors j'exagère, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas quelque chose avec lequel je travaille énormément. Donc c'est difficile pour moi de répondre à ça. Alors effectivement, quand on fait des arts plastiques, le corps a peut-être moins d'importance que dans la danse ou le théâtre, dans ces arts-là. Mais n'empêche, alors, si on fait des toutes petites peintures, ben, on a au moins le poignet. Est-ce qu'on peint avec le poignet? Est-ce qu'on peint avec le bras? Il y a des questions à se poser. Et puis, on peut peindre avec le corps. Par exemple, Yves Klein a fait des peintures avec des femmes qui s'enduisaient de peinture et il dirigeait les femmes pour leur dire, ben, voilà ce que je veux. Il y a Pollock, Jackson Pollock, qui lui peignait avec son corps parce qu'il peignait sur d'immenses toiles qui mettaient à terre. Et donc là, le corps et le mouvement et comment il se promenait sur sa toile faisait que bon ben il y avait d'autres une autre œuvre plastique, enfin le dripping hein, clairement, qui a été mise en valeur. Bon, c'est pas le premier qui a inventé le dripping, mais c'est lui qui l'a vraiment mis en valeur. Voilà, donc je pense que le corps peut avoir, euh, peut, enfin, le corps a une importance que je peux pas trop dire, je te dis, parce que pour moi c'est difficile. Mais là, en ce moment, je suis en train de faire des tissages verticaux, tu vois. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de tisser, mais j'avais mal au bras. Je me suis dit, ben, ma fille, les bras en l'air, tu travailles pas beaucoup. Puis ma tapisserie avançant, j'étais obligée de me baisser. Et bon, voilà, si on fait attention, je pense qu'on peut, d'une part, repérer comment le corps travaille dans la création, et d'autre part, il y a aussi tous les ressentis, les perceptions quand on est face à une œuvre, alors la nôtre ou une autre. Et là, oui, toutes les émotions, tout ce qu'on peut se poser comme question, etc. Mm. Ouais. Ça m'est pas arrivé souvent, mais devant certaines toiles, j'ai été tellement émue que il y a presque des larmes qui me seraient venues. Mm. Donc, mm, Ouais, ça me donne l'image que c'est du coup vraiment bah, cette matière-là aussi qui est en résonance ou qui permet d'être en contact, en fait. Que ce soit un contact direct, justement, ou un contact plus d'impression. mm.
Bon, ensuite, on va parler avec la communication, l'expression, parce que ça reste notre voix aussi Mm. qui émane du corps. Mm. Eh bien, et, c'est dense, hein, tous ouais, tous ces éléments-là. Je suis en train de regarder les questions que j'avais, avec lesquelles je suis arrivée. Hum, eh ben, j'ai envie ouais, de t'adresser celle-là, si tu avais un témoignage, une histoire qui s'est passée récemment pour voilà, une des personnes que tu accompagnes ou pour toi. Euh, et, et en tout cas, ouais, une histoire qui t'a touché, quelque chose qui t'a marqué là, récemment. Il y en a plusieurs. J'ai envie de te raconter, parce que c'est en lien avec la communication, une femme d'environ une quarantaine d'années qui s'inscrit au défi ou à une autre formation, je ne sais plus. Enfin, elle s'inscrit à une de mes formations et donc elle me le raconte après. À cette époque-là, elle a une jeune ado à la maison qui empoisonne toute la famille. Donc je crois qu'il y avait un ou deux enfants en plus, mais personne ne veut plus l'avoir en face de soi, et cette jeune ado devient mutique. Et donc cette femme qui s'inscrit à un de mes programmes, justement, est dans sa bulle pendant 20 minutes pour souffler, parce qu'elle en peut plus, c'est infernal à la maison. Et un jour, sa fille y arrive alors qu'elle est en train de peindre. Et elle lui dit, la fille, l'ado lui dit, maman se met à la peinture, génial. La mère ne répond rien, mais elle se dit, tiens, elle a parlé. Bon, et donc la mère, après, chaque jour, c'est entre guillemets forcé au départ à faire sa création et plus ou moins à laisser traîner. Et un jour, la fille tombe sur un truc qui la touche. Et elle lui dit, ah, mais moi, j'aimerais bien faire ça aussi. Donc, du coup, alors pas tous les jours, mais de temps en temps, elle crée avec sa fille. Et ça, je trouve ça formidable parce que, ben, tu vois, ça revient, j'y avais pas pensé, mais ça revient aussi à la paix, tu vois. Hein. Euh, Elles sont sur une création, elles voient ma vidéo, et puis bah, elles parlent peut-être technique, elles parlent de l'artiste, l'une donne son avis, l'autre peut-être aussi, peut-être qu'elles parlent pas trop, mais elles sont chacune à faire leur création et elles se montrent leur création après. Je trouve ça formidable. Ah, j'ai des frissons quand tu l'as raconté, ouais, c'est vraiment très très beau et moi ça vient me toucher à l'endroit du lien en fait, Mm. voilà, comment aussi cette, cette démarche et cet acte de créer, il fait lien et aussi à cette notion d'exemple de Mm. comment, voilà, pour une personne qui va pas forcément s'autoriser, le fait de soi-même s'engager, plutôt que d'avoir tendance à regarder autour ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, se dire, bah, Mm. voilà, ok, moi j'y vais, j'embarque, Mm. et ouais, Et et il y a des surprises, en fait, des choses qu'on peut pas imaginer qui ah oui. s'ouvrent et qui se passent, quoi. Mm. Et cette dame-là me disait que euh, elle s'autorisait pas chaque jour ces 20 minutes. Mais par contre, elle regardait la vidéo du jour. Et elle dit, à partir du moment où je me suis engagée à créer, ben, elle dit, j'ai vu bon, les effets sur sa fille, mais elle dit, j'ai vu les effets aussi sur moi, parce que plus je créais, ben, plus quelque part ça devenait facile, et facile de s'y mettre, et trouver le plaisir, et le jeu, parce que le jeu et le plaisir, pour moi, ça a énormément d'importance dans l'acte de créer. Donc, ça, c'est chouette aussi, quoi. Mm. Mm. Ah bah alors, encore une petite question
Ce sera peut-être la dernière, mais j'aime bien parce que tu arrives là et puis tu as dit que tu avais travaillé avec les enfants. J'ai cette question-là. Si, est-ce que, alors, ouais, en quoi le fait de créer, c'est aussi laisser la place à une part d'enfant en nous. Est-ce que c'est ça? Pas que ça, ou beaucoup ça, ou ouais, cette question-là autour de Ouais. la part enfant. Alors, ce n'est pas que ça. Euh, Laisser une part à notre enfant en nous, c'est souvent retrouver la part d'enfant qui est en nous. Et par le jeu, moi j'aime bien jouer. Donc je pense que le jeu, c'est vraiment une activité caractéristique des enfants. Et quand on est adulte, alors certains jouent, mais on évite quand même le jeu. Il faut quand même être sérieux quand on est adulte. Hein. Donc là, en faisant de l'art créatif un jeu, un moment de plaisir, et ben là, on peut peut-être retrouver un petit peu son enfant intérieur. Mais l'art créatif, comme je le fais, ou les arts plastiques, ou même l'art en général, je pense que oui, ça s'adresse un petit peu à notre enfant intérieur, mais ça s'adresse aussi à nous en tant qu'adultes et à toute notre histoire. Et en plus, ça nous permet de continuer notre chemin. Ça donne un autre petit goût au chemin qui vient devant nous. Hmm. Et ben, du coup, ouais, pour moi, tu fais encore le lien avec une autre question qui est, moi j'avais donc fait cette recherche pour mon mémoire en psychomotricité, parce que c'était dans mon parcours d'études, euh, que j'ai appelé finalement la création de soi, cet écrit-là. Mhm, Et dans ma recherche, j'avais trouvé que l'étymologie du mot création, c'est la même que celle du mot croissance. mhm. Ce que tu viens de nommer sur cette question du chemin de vie, en fait, et de comment la création contribue à se construire aussi soi. Euh, voilà, avec ces éléments-là de création, croissance, qu'est-ce que ça t'inspire et si tu as, d'autres éléments à nommer autour de ça? Alors, oui, c'est intéressant, l'étymologie de création et croissance. Bon, bah, c'est du bonheur. On se dit dans ce cas-là, bah oui, allons-y, créons, dans n'importe quel domaine. Hein, je parle pas forcément de l'art plastique. Moi, je suis persuadée, et c'est ce que je viens de dire, ça contribue à faire que notre chemin soit autre. Création, l'étymologie, c'est aussi faire quelque chose de rien. Mm. Donc, du coup, ben, oui, la page blanche. Oui, c'est pas facile, hein, la page blanche. Mais bon, bah, il n'y a rien, et puis on va créer quelque chose. Je trouve ça intéressant aussi. Ou Mm. alors, comme je reprends aussi l'exemple du gâteau, il n'y a rien, il y a que des ingrédients, et puis on va créer un gâteau. Mm. Donc, je pense que c'est très valorisant, quel que soit le résultat. C'est ça qui est difficile, en fait, quel que soit le résultat. C'est-à-dire qu'un essai, un brouillon, c'est une création, c'est un début. Et ben pour le chemin, il faut bien qu'il y ait un début, quoi. Et après, on y va. Et le fait de s'autoriser des brouillons, des expériences, du jeu, du plaisir, eh bien, fait que le chemin va se dérouler. Si on s'autorise jamais le premier point sur la feuille ou le premier pas de danse ou dans n'importe quel art ou le premier œuf cassé pour le gâteau, eh ben, on n'avance pas. Mm. Ouais, c'est une vraie philosophie de vie. C'est ce que j'entends et ce que je vois. Et puis c'est aussi ce qui m'importait là de pouvoir diffuser. Donc je suis vraiment heureuse que tu aies nommé tout ça. Et c'était aussi
pour boucler la boucle de la même façon, là, comme tu disais, bah, c'est fou, j'ai encore oublié. Là, moi, Alors, je voudrais juste insister sur ouais. la philosophie de vie. Il faut bien voir qu'elle s'ancre dans le quotidien. Oui, bah justement, c'était ça. J'allais nommer, c'est est-ce que cette philosophie de vie, en fait, c'est aussi une philosophie pour notre vie de tous les jours, c'est-à-dire chaque journée est une page blanche. Et chaque projet de vie, chaque relation aussi comporte ses essais-erreurs, ses premières pierres et puis cette suite du chemin. Et comme tu disais, voilà, ne pas s'attendre à ce que ce soit parfait du premier coup ou d'avoir le résultat attendu, mais pour autant, continuer à faire ses pas, à faire ses essais et à voilà. Moi, je nommerais cultiver sa posture créatrice finalement Hmm. dans sa vie aussi. Je suis Mm, tout à fait d'accord. Je mettrais juste un tout petit bémol sur chaque jour est une page blanche. mm. Alors oui, mais non. Enfin, Vraiment. c'est pas aussi simple que ça, quoi. Hein. Mais disons que avant la page blanche, il y a plein de pages qui nous aident à créer la nouvelle page, quoi. Mais Mm, autrement, oui, je suis d'accord avec toi. mm, mm. Bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on va, voilà, on a déjà fait un beau parcours. Je vais quand même te laisser nous donner le mot de la fin et si tu avais un dernier message qui te tient à cœur à adresser là aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? J'ai envie de donner un mot, oser. Oser, il n'y a pas de danger de mort, Ouais. donc il faut oser. Et si on peut, partager, parce qu'on peut avancer tout seul sur le chemin. On peut oser, faire plein de progrès, avancer. Mais qu'est-ce que c'est mieux quand même de partager avec d'autres. Et Faulkner disait, une œuvre ne nous appartient que si elle est partagée. Eh bien, ce sera à méditer. C'est parfait comme ouverture pour à la fois ouais, clôturer et ouvrir sur, Mm. ouais, sur une suite à chacun d'imaginer, chacune d'imaginer la suite. Ouais. C'est très très beau. Bon, merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Lucie. Premier entrevue. Mm. Et puis voilà, pour mieux te connaître, je vais évidemment mettre tout le descriptif de ce que tu fais, de ce que tu crées, voilà, ce que tu proposes aussi et que tu offres à vivre ouais, dans le descriptif de cette vidéo. Ça, on pourra bien te retrouver. Gentil. Merci. Voilà. Merci d'avoir été avec moi, avec nous et pour la création avec moi ce matin. Mm. Merci à toi.